Mesdames et messieurs, l'évolution de la situation du Covid-19 à travers le monde préoccupe tous les individus à travers la planète et notre pays n'est pas resté indifférent aux mutations que cela apporte. Au lendemain de la prise de parole du Premier ministre chef du gouvernement pour annoncer le train de mesures que le chef de l'État a indiqué pour barrer la voie à ce fléau, aujourd'hui, le docteur Malachi Manaouda monte encore au créneau pour apporter plus de lumière sur tout ce qui est fait par les pouvoirs publics pour barrer la voie à cet ennemi commun. Ladies and gentlemen, this is the press briefing of the Minister of Public Health leading to the COVID-19 in our country. Monsieur le ministre, nous allons dans un premier temps vous écouter et si cela vous convient, nous prendrons quelques préoccupations des confrères de presse qui ont fait le déplacement de cette salle de conférence du Centre d'opération d'urgence de santé publique pour cette rencontre avec vous. Monsieur le ministre, nous vous écoutons. Merci. Mesdames et messieurs les professionnels des médias, mesdames et messieurs les représentants de l'OMS, de CDC, madame la directrice générale du Centre Pasteur du Cameroun et des autres administrations partenaires, mesdames et messieurs, ainsi que l'a si bien précisé hier monsieur le premier chef du gouvernement dans sa déclaration, la maladie au nouveau coronavirus fait des ravages depuis le mois de décembre 2019 et n'arrête pas de se propager à travers le monde. La forte progression de cette affection a amené l'Organisation mondiale de la santé à la déclarer d'abord comme urgence de santé publique de portée internationale, puis inéluctablement de l'ériger en haut stade de pandémie, témoignant ainsi non seulement de la gravité de la situation, mais de toute l'importance avec laquelle il convient de se pencher sur cette menace mondiale. Il convient de préciser et de partager avec vous cette importante information sur les risques de contamination qui sont très élevés. La transmission actuelle est due au contact étroit avec les hommes. Cette maladie se manifeste, vous devez déjà le savoir, généralement par les symptômes suivants: la toux, les céphalées, la sueur, l'écoulement nasal, la difficulté à respirer et ou la fièvre. Certains cas sont parfois asymptomatiques. Mesdames et messieurs, il s'agit d'une situation réelle, une situation d'urgence, comme le témoignent les chiffres de la situation au 17 mars 2020, qui se décline ainsi qu'il suit. Le nombre de cas confirmés, 179 112, dont 11 526 pour la seule journée du 17 mars 2020. 7 426 décès, dont 475 nouveaux. À l'échelle continentale, l'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé totalise en son 128 cas confirmés, soit 42 nouveaux cas de la journée pour 4 décès, parmi lesquels un survenu le 17 mars. Au plan local, le dispositif de surveillance et de riposte épidémiologique mis en œuvre depuis le mois de février a permis de capter à ce jour 11 cas confirmés au coronavirus. Ça, c'est en date du 17 mars. Mais à ce jour, nous avons eu encore d'autres cas qui portent ces cas à 13 cas confirmés aujourd'hui dans notre pays. Tous ces malades, hommes comme femmes et adolescents, bénéficient d'une prise en charge adéquate dans nos structures dédiées. Notre pays, en l'espace de 12 jours, est parti d'une situation vierge à la situation suffisamment préoccupante pour que l'ensemble de la communauté nationale se mobilise autour d'un seul objectif, celui de barrer la voie, mieux encore,
nous débarrasser du nouveau coronavirus. C'est d'ailleurs dans cette optique et face à l'urgence de la situation que le président de la République, son Excellence Paul Biya, soucieux du bien-être de ses populations, a instruit un train de mesures fortes rendues publiques le 17 mars 2020 par Monsieur le Premier chef du gouvernement. Il ne s'agit ni plus ni moins que des actions visant à protéger chaque citoyen camerounais face aux risques sans cesse croissants que fait peser cette pandémie sur notre pays. C'est d'ailleurs pour moi le lieu ici d'exhorter vivement et fermement tous nos concitoyens à observer toutes ces mesures sans aucune exception et dans la discipline qui sied, et surtout à respecter toutes les consignes et précautions d'hygiène prescrites. Ce n'est qu'à ce prix, et à ce prix seulement, que nous pourrons véritablement barrer la voie à cette pandémie. L'observance des conseils et des actions entreprises par le gouvernement et ses partenaires est le moyen le plus efficace de rompre la chaîne de transmission de ce virus qui mobilise l'attention de toute la planète à ce jour. Les mesures prises et évoquées plus haut viennent accompagner un ensemble d'actions s'intégrant dans notre plan de riposte, articulé autour du centre des opérations d'urgence de santé publique et qui nous accueille ce jour. Ainsi, sur le plan sanitaire, des efforts sont consentis et se poursuivront en matière de surveillance épidémiologique, dont le système est davantage renforcé par le déploiement des moyens humains et logistiques et même de prévenir notre pays d'une invasion épidémiologique, passez-moi l'expression. C'est d'ailleurs ce dispositif qui a permis de capter des cas confirmés avant toute opportunité de contact sur notre territoire national. C'est d'ailleurs l'occasion de dire ici tous nos encouragements à ces soldats de la santé qui sont déployés sur le terrain à nos portes d'entrée depuis le mois de février 2020. Nos efforts sont également perceptibles en matière de suivi des contacts qui apparaît comme un exercice, vous le savez très bien, fastidieux, harassant et méticuleux. Les résultats obtenus jusqu'ici, en dépit de la réticence de certains concitoyens à communiquer, donnent de réels motifs de satisfaction qu'il faudrait capitaliser pour rendre notre système de réponse aux épidémies optimal. En outre, il ne vous échappe certainement pas que la nouveauté de cette pandémie a aussi mobilisé des compétences extraordinaires permettant de relever des défis quant à la prise en charge. Notre premier défi étant ici de faire passer les capacités d'accueil des patients de cette maladie de 0 à plus de 60 chambres hospitalières à Yaoundé, et les efforts vont également dans ce sens à Douala. Et parvenir à une extension vers toutes les autres formations sanitaires de troisième catégorie, notamment les hôpitaux régionaux. These efforts will be meaningless unless we adopt a responsible attitude as recommended to each and every one of us here. To do this, we ably urge each Cameroonian to follow the measures below through accepting case management measures, cooperating with rapid intervention and investigation team or those responsible for the management of contact monitoring, making systematic calls to the free toll number 1510 or additional phone lines for any suspected case or suspicious symptom. It is advisable to avoid going systematically to the hospital in the event of symptoms. The civic responsibility of all passengers of the 7 and 14 March 2020 fights as well as frank collaboration of the passengers who arrived on our territory yesterday evening from Roissy Charles de Gaulle in required, namely with regards to the respect of quarantine measures. Je voudrais d'ailleurs rappeler l'attention des amis et proches de ces derniers à éviter toute manœuvre visant à extraire les personnes
en quarantaine d'observation, des lieux d'hébergement dédiés à cet effet. Je tiens à préciser également que les commodités de base sont assurées dans le strict respect des exigences éthiques et de sécurité sanitaire. Parallèlement, les opérations de traçage et de recherche active des sujets contacts sont effectives et montrent qu'à l'heure actuelle, nous comptabilisons environ 287 cas suivis et 27 passagers des vols précités se sont déjà signalés auprès de nos équipes à travers le 1510. Nous recevrons à partir de ce numéro près de 100 appels par jour et même plus. Sur ce point, il y a lieu de se féliciter de la collaboration acceptable de ces cas contacts et des personnels de santé. Nous rappelons que nous disposons de sites et salles d'isolement susceptibles d'accueillir les cas sur toute l'étendue du territoire. Des équipes d'investigation et d'intervention rapide sont déployées dans les 10 régions du pays. Ces équipes s'attellent à faire la recherche active des cas, la décontamination des sites et la sensibilisation en communauté. Nous ne saurions terminer notre propos sans revenir sur les moyens de prévention des risques de propagation du virus, à savoir le respect des règles élémentaires d'hygiène suivantes. Se laver les mains avec de l'eau propre coulante et du savon ou utiliser des solutions hydroalcooliques. Se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir jetable de préférence lorsqu'on tousse, éternue, ou utiliser le pli du coude. Éviter tout contact étroit avec toute personne présentant des symptômes de la grippe ou avec des animaux sauvages et d'élevage. Bien cuire la viande et les autres aliments avant de les consommer. Mesdames et messieurs les professionnels des médias, mesdames et messieurs, le gouvernement continuera à informer la population en temps réel sur les évolutions de la situation en toute transparence, en application des très hautes directives de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Paul Biya, qui nous sont régulièrement transmis par Monsieur le Premier chef du gouvernement. À toutes fins utiles, je voudrais rappeler le numéro d'appel gratuit, le 1510, qui est ouvert pour tous. Je vous remercie et que Dieu bénisse le Cameroun. Merci, Monsieur le ministre. Vous avez bien voulu accepter que nous puissions recueillir un certain nombre de préoccupations qui vous sont adressées de la part des populations et portées par des journalistes ici présents. Je vais donc laisser le soin à chaque professionnel mandataire de son organe de presse de se présenter, puis d'indiquer la structure dans laquelle il ou elle travaille avant de poser sa question. Martine Wendengue de la CRTV Télé. On enregistre un grand nombre de passagers qui reviennent de l'étranger et qui sont confinés, comme vous l'avez rappelé, dans des hôtels à Douala et Yaoundé notamment. Vous venez également de mettre en garde tous les proches qui essayent d'extirper les malades, mais on sait qu'il y a certains qui ont pu s'échapper. L'éparpillement de ces cas ne constitue pas un facteur d'accroissement de la contagion. Et puis, en ce qui concerne le personnel des hôtels qui accueillent les cas en confinement, est-ce que ce personnel a été préparé à gérer ce genre de situation et quelles sont les dispositions qui ont été prises pour les protéger, eux? Merci beaucoup. Mr. Minister, thank you very much. I'm Beatrice Ngum, still from the CRTV. I'm a bit worried about the number of cases. I'm told that in the big 2 cases, then today we are talking of 13 cases. These cases, where are they found? Are they all in Yaoundé? That's the first question. And then the second question is, any progress with regards to their health situation? Has any of them been discharged from hospital as we speak? Je suis Albertine Bichaga de Vision 4 Télévision. Monsieur le ministre, j'ai 2 questions. La première, nous aimerions savoir en quoi consiste précisément la prise en charge des personnes malades. Nous savons que jusqu'ici, il n'y a pas encore un médicament, si nos informations sont bonnes, pour traiter le coronavirus.
Nous aurons également appris qu'il y avait des personnes parmi les 13 qui auraient été guéries. On voudrait savoir en quoi consiste précisément la prise en charge des personnes mises en quarantaine. Et jusqu'ici, beaucoup d'informations circulent sur la toile, sur des tisanes qu'il faut prendre, sur des médicaments qui pourraient prévenir la maladie. On voudrait avoir l'avis du patron de la santé sur le sujet. Merci. Monsieur le ministre, voilà recensé pour l'instant les préoccupations qui ont été portées à votre attention au bénéfice des populations qui s'interrogent. Est-ce qu'on peut donc avoir des éléments de réponse pour éclairer la lanterne des téléspectateurs qui regardent? Alors, merci de cet intérêt que vous portez à la question. Le contraire m'aurait bien étonné et je devrais être très inquiet si on ne s'intéressait pas à la question. Parce que la lutte ou alors notre démarche de riposte aujourd'hui doit concerner chaque Camerounais, pris individuellement et collectivement, parce que c'est une question devenue nationale. Et donc, nous pensons que nous tous, nous devons participer à freiner, sinon à barrer la voie à ce nouveau coronavirus. Sur la question de savoir est-ce que le l'éparpillement des personnes confinées dans les hôtels ne constitue pas un facteur de risque pour la propagation du virus, je voudrais d'ailleurs faire une distinction entre l'isolement et la quarantaine. Ces personnes ne sont pas encore malades, ou du moins ils ne sont pas encore avérés, confirmés comme malades. Et donc, on ne peut pas tout de suite, au seul motif que nous sommes en train de le mettre en confinement, en quarantaine, dire que nous refusons parce que nous avons eu un certain nombre de personnes qui ont soit stigmatisé l'hôtel dans lequel on les met, soit refusé d'ailleurs qu'on les mette là. Heureusement que l'autorité administrative, dans son rôle de police administrative, a pris la mesure de la chose. Mais ce n'est pas un facteur de risque. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui en train de nous organiser mieux pour que nous ayons le maximum à un seul endroit. Ce serait bien pour nous de mieux les suivre. Parce qu'il va falloir attendre 14 jours avant qu'ils ne sortent. Mais la quarantaine, c'est simplement une mesure de prévention, une mesure d'anticipation pour dire on ne sait jamais. Et donc, c'est différent de l'isolement où vous êtes confirmé malade et que vous ne devrez plus avoir un contact et vous devrez être pris en charge par un personnel médical. Mais dans ces hôtels, nous mettrons, parce que hier, nous les avons amenés à ces hôtels, mais ce matin, il était question que le système de gestion d'incidents se déploie sur l'ensemble de ces hôtels, commence à son travail d'investigation et postera, n'est-ce pas, un certain nombre de personnel médical tout au moins à la réception de ces hôtels pour pouvoir gérer ces cas. Et je voudrais dire aussi que dans notre système de gestion et de suivi des contacts, nous avons des éléments précis que nous recherchons. Et chaque cas suivi, contact suivi, a une fiche. Et donc, nous pensons qu'on est en train de faire un travail systématique, un travail scientifique, j'allais dire, sur ces contacts. Donc, on ne peut pas tout de suite dire qu'ils sont abandonnés ou alors ils vont contaminer les autres. Donc, c'est pas tout à fait exact. Ces cas sont où la plupart des cas, nous avons, je l'ai dit, jusqu'à hier encore, nous avions 10 cas. Tous sont à Yaoundé. C'est-à-dire que nous avons prélevé à Yaoundé, nous avons confirmé, c'est des cas à Yaoundé. La majorité, il faut le dire, ce sont des cas importés. Et donc, ils sont à Yaoundé. Depuis ce matin, nous avons 2 cas qui nous viennent de Bafoussam, qui sont des contacts, des cas confirmés. Et c'est pour cela que je disais tout à l'heure, ça devient beaucoup plus préoccupant et nous devons prendre le taureau par les cornes. Et chacun, dans son fort intérieur, doit se dire, moi je vais barrer la route, n'est-ce pas, à ces cas-là. Et moins nous circulons, moins nous échangeons, moins nous sortons de chez nous, mieux ça vaut pour nous, pour pouvoir mieux nous organiser pour assurer la sécurité de nos compatriotes. Maintenant, l'hôpital central qui accueille les malades est en train de monter en puissance dans le cadre de la gestion de cette épidémie. Et nous voulons donc d'ailleurs féliciter ici le personnel
dans sa globalité, hein, les professionnels de la santé, et davantage ceux de l'hôpital central. Parce que les cas que nous avons, il y a 2 dont la santé a été préoccupante à un moment donné. Mais ce personnel-là s'est mobilisé et ont pu remonter. Aujourd'hui, nous pouvons dire que leur pronostic vital n'est pas du tout engagé. Nous en avons d'ailleurs qui sont bien portants. Et il nous reste, surtout pour les 2 premiers cas, quand ils vont atteindre les 14 jours requis, quand ils vont l'atteindre, on va refaire un texte de confirmation et s'ils sont négatifs, le processus de sortie va être engagé. Mais ça sera au bout du test que nous allons de faire, parce qu'on ne peut pas les libérer comme ça au prétexte qu'ils sont bien portants et qu'ils ont passé 14 jours en isolement, c'est bien. Donc on va faire des tests pour pouvoir les déclarer négatifs, et même quand ils sont déjà déclarés négatifs, il y a un processus, parce que la communauté des infectiologues nous a proposé une démarche à faire pour que totalement ils puissent recouvrer leur mobilité au sein de la société. Maintenant, en quoi consiste leur prise en charge? Je crois que je l'ai dit à plusieurs reprises. Effectivement, comme vous l'avez dit, le coronavirus n'a pas un traitement. Jusqu'à présent, on n'a ni vaccin ni traitement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà des prototypes qui sont en cours. Mais il va falloir attendre au moins 12 à 18 mois pour qu'on ait certainement un vaccin ou un traitement. Mais il y a des prototypes qui sont en train d'être essayés. À quoi donc consiste? C'est la prise en charge des symptômes. Nous avons décrit tout à l'heure ce que nous ressentons lorsque on suspecte le coronavirus, la toux, la fièvre et tout le reste. Donc, quand vous avez la fièvre, on vous donne quelque chose pour baisser la fièvre. Quand vous avez la toux, on donne quelque chose pour le mal de gorge. Quand vous avez quelque chose d'autre, le nez qui coule, on vous donne quelque chose pour cela, jusqu'à ce que le virus disparaisse de votre organisme. Mais on n'a pas un traitement qui vise à le faire. Et dans les cas assez compliqués, graves, hein, on va jusqu'à la réanimation. Donc on va vous mettre sur oxygène, on va vous donner un respirateur. Donc on va jusque-là, mais nous n'en sommes pas encore là. On a eu quelques petites frayeurs par rapport au cas qui nous était venu, je crois, d'Italie. Il était déjà en très mauvais état, mais nous avons pu faire le maximum pour qu'il soit remonté. Aujourd'hui, il est bien en prise en charge. Donc, en réalité, il n'y a pas un problème particulier sur cela. On parlait de médicaments pour prévenir. Non, si la situation n'était pas aussi préoccupante et aussi grave, j'allais blaguer en disant, du moment où ce qu'ils préconisent prendre ne tue pas, qu'on laisse les prendre. Mais en réalité, ça n'a pas d'impact sur le coronavirus. Il ne faut pas qu'on nous le dise, on nous le demande. Qu'il faut prendre le Vitacola, il faut prendre de l'ail, il faut prendre ceci. C'est vrai, ça ne tue pas, donc celui qui est bien portant peut le prendre. Mais il ne faut pas qu'on nous dise qu'on le prend pour prévenir le coronavirus. Et qu'une fois qu'on a pris cela, on peut se balader, on peut faire un certain nombre de choses sans qu'on ne puisse l'attraper. Ça, c'est faux, de toutes les manières. Ça, c'est très faux. Il faut que ça soit clairement dit et clairement su. Le seul moyen aujourd'hui de barrer la route à ce coronavirus, c'est que nous tous nous faisons corps avec les trains de mesures qui ont été prises par le président de la République, qui ont un impact dans notre vie, qui sont assez peut-être pesants pour nous au quotidien, mais qui sont des mesures qui visent à nous protéger, à protéger nos compatriotes. Donc, il faut que nous nous déplacions moins. Il faut que nous ayons le moins de contact avec autrui. Ça, il faut le comprendre. Ce n'est que comme ça. J'ai aimé un dessin où on a des bougies comme cela. On a allumé une bougie, on a vu comment le feu est en train de prendre toutes les bougies. Une fois on a décalé une bougie au milieu, le feu s'est arrêté. Voilà ce que nous devons faire. Voilà l'image que nous devons avoir. C'est que si nous nous mettons en retrait, nous arrêtons à notre niveau. Nous sommes une barrière pour le coronavirus. Et il faut que les Camerounais le sachent et que les Camerounais collaborent, coopèrent. Ces méthodes-là ont porté des fruits. Donc, moins on aura les échanges entre les villes, entre les familles, entre les communautés, mieux nous nous porterons. En tout cas, nous avons reçu des instructions claires là-dessus. Toutes les administrations ont été mobilisées. Ils mettront en œuvre
ces mesures qui ont été prises. Et nous en appelons à la discipline et à la responsabilité des uns et des autres. Ça ne sert à rien parce que vous mettez en danger votre vie et vous mettez en danger la vie des autres lorsque vous avez des comportements qui ne sont pas responsables. Donc, moi, je pense que ceux qui tentent généralement d'aller extirper un proche d'une quarantaine ne servent pas la République. Ce n'est pas un comportement citoyen. Le comportement citoyen vise à accompagner l'activité, l'action, accompagner les décisions, les mesures prises par le gouvernement, par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Voilà le comportement citoyen que nous attendons de nos compatriotes. Et nous en premier, parce que lorsque vous rentrez dans le ministère de la Santé aujourd'hui, on vous désinfecte les mains, on vous prend la température, et à tous les étages, vous avez de gel hydroalcoolique. Voilà ce que nous cherchons pour que nous puissions barrer la voie à ce virus-là. Tony Michael Menga de France 24. Vous avez parlé de ces procédés de distanciation entre ceux qui sont peut-être contaminés et ceux qui ne le sont pas. On a dit dès le départ que c'est une grippe. Mais maintenant, la question que j'aimerais poser, c'est ces parents qui sont à la maison avec des enfants qui sont dans un état grippal permanent. Je prends le cas de ceux, par exemple, qui ont des rhinites allergiques. Je prends le cas de ceux qui ont des sinusites, qui constamment sont dans cet état-là. Que doivent faire les parents? Est-ce qu'ils doivent être mis en quarantaine, isolés, alors que c'est une maladie qu'ils ont depuis longtemps? C'est la question. Alors, je monitore en même temps sur les réseaux sociaux et il y a une forte activité des internautes qui disent qu'il y aurait des rumeurs de certains compatriotes qui sont arrivés hier et qui fuient la quarantaine. Dont certains, on annonce que certains auraient fui leur lieu de confinement. Est-ce que vous avez plus d'informations dessus, Monsieur le ministre? Et peut-être la dernière. Alors, il y a des familles également qui, visiblement, selon les internautes toujours, estiment qu'il y a, en vous écoutant, il y a comme une sorte de méfiance qui se développe au sein des familles. Donc, on a des compatriotes ou des citoyens qui sont arrivés sur le territoire. Il y a des membres de leur famille qui s'en méfient complètement. Certains appellent eux-mêmes le 15-10 en lieu et place de ces Camerounais qui sont arrivés sur le territoire. Alors, est-ce que cette situation de méfiance, de peur, peut-être de rejet même du frère est l'effet que vous recherchez en estimant ou en suggérant que les familles prennent leurs responsabilités? Merci, Monsieur le ministre. Alors, je voudrais adresser la première question s'agissant de la grippe. Il faudrait que nous soyons clairs. Le coronavirus est une grippe à la base, mais ce n'est pas une grippe comme toutes les autres grippes. C'est pour ça que son nom, c'est coronavirus. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui qu'on a l'habitude d'avoir la grippe et que c'est le coronavirus. Tant qu'on ne vous teste pas pour dire que vous avez ce virus, je ne vois pas en quoi est-ce que nous sommes qualifiés chez nous de dire que tel a le coronavirus ou pas. Et donc, il faut faire la différence entre une grippe normale que nous avons généralement en toutes les saisons et le coronavirus qui arrive. Et donc, la grippe peut, n'est-ce pas, constituer un facteur de contamination. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez une personne comme cela, qui est grippée tout le temps, qui a tout ce que vous avez dit, la rhinite et tout le reste, nous disons il faut le préserver des autres. Donc, si vous avez des comportements à risque, c'est-à-dire que vous marchez un peu partout et vous savez que vous avez été dans des endroits, n'allez pas vers ces personnes-là. N'allez pas vers les personnes âgées, n'allez pas vers les personnes qui ont déjà des affections. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, dans une famille où il y a ce genre de personnes, il vaudrait mieux qu'ils soient davantage plus sécurisés que les autres. Davantage plus sécurisés que les autres. Sous d'autres cieux, on a dit il n'y a plus de visites dans des maisons de retraite, par exemple. Parce que c'est des personnes vulnérables. Et donc, ce type de personne est une personne vulnérable. Et il est 2 fois plus vulnérable qu'une personne bien portante. Et donc, il faut la préserver de tous autres contacts susceptibles de l'affaiblir encore davantage avec ce virus. Donc, si on a ce genre de personnes, il vaut mieux en prendre soin et éviter qu'il y ait des contacts avec l'extérieur
plus fréquemment parce qu'on peut facilement constituer un facteur de risque à ce niveau-là. Maintenant, sur la rumeur, n'est-ce pas, de nos compatriotes, je tiens encore à dire que lorsque nous organisons une quarantaine, nous avons des directives nationales sur la mise en quarantaine. Et pour nous, lorsqu'on vous prend pour la mise en quarantaine, si vous fouillez, c'est un acte délictueux. C'est la mise de la vie d'autrui en danger, c'est l'insubordination, c'est autre chose. C'est un acte délictueux et on peut vous poursuivre pour cela. Et donc, vous devrez suivre les directives gouvernementales. On a dit, et je le dis encore, nous devons comprendre que lorsqu'on met des gens en quarantaine, ils ne sont ni en prison, ce n'est pas de la prison, mais ils ne sont ni hospitalisés, ce n'est pas l'hôpital. Ils sont simplement gardés dans un endroit susceptibles avec tout ce qu'on leur apporte comme commodité, parce qu'ils doivent vivre comme s'ils étaient chez eux, ils doivent regarder la télé, ils doivent manger, ils doivent faire un certain nombre de choses. Et puis, les 14 jours passés, si on se rend compte que vous n'êtes plus un facteur de risque pour nous, après vous récupérez toute votre liberté pour pouvoir faire tout ce que vous voulez. Mais pour le moment, vraiment prévenons les autres en suivant les consignes qui sont données par le gouvernement. J'entends dire en fait qu'il y a comme une méfiance. Mais il faut que ce soit une méfiance positive. Je ne demande pas ici qu'on rejette ce qui arrive. Mais il faut que nous tous, nous considérions que ce qui arrive, d'ailleurs comme tout visiteur, parce que si je viens vers chez vous aujourd'hui, vous devez me considérer comme étant potentiellement malade et donc je prends mes distances. Donc je ne vais pas vous embrasser, je ne vais pas vous saluer, je ne vais pas me rapprocher de vous, je vais garder la distance de 1 mètre, 1,5 mètre qui est requise dans ces moments-là. Parce que nous devons considérer l'autre comme étant potentiellement porteur. Et donc, nous devons nous préserver. Nous devons le préserver également parce que nous pouvons être plutôt porteurs et que c'est lui qui est sain. Nous ne devons pas le contaminer. Donc, c'est une méfiance positive. C'est une attitude, un comportement que nous devons tous acquérir vis-à-vis de l'autre. Et c'est pour ça que nous demandons que nous soyons plus à l'intérieur, plus chez nous, que nous observons un certain nombre de reculs par rapport à toutes les activités que nous faisons. Si on était hyperactif, que ce soit dans la journée ou dans la nuit, on sera obligé maintenant de ne pas beaucoup l'être. Parce qu'il faudrait que nous pensions à nous-mêmes, nous pensions à notre famille, nous pensions aux autres, à nos collaborateurs. Donc, je pense que c'est tout cela qu'on devrait avoir. J'entends également, parce qu'aujourd'hui, on dit tout et rien sur les réseaux sociaux. Nous avons pensé à un moment donné que les réseaux sociaux, c'était une opportunité. Ça continue d'ailleurs de l'être, mais ça a beaucoup de tas aussi, parce que j'ai entendu quelqu'un dire il y a 140 personnes qui ont le coronavirus dans une école, c'est pour ça qu'on a fermé. Ah non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Personne ne peut voir l'autre de visu et dire que lui il a le coronavirus et moi je ne l'ai pas. La seule personne qui peut nous confirmer que tel a le coronavirus et tel ne l'a pas, c'est bien le Centre Pasteur. Après avoir fait un examen, et je le dis, le Centre Pasteur ne fait pas simplement un examen de première ligne et dit non, c'est bon, c'est positif, c'est le coronavirus. Même là, ils n'ont pas fait le travail. Donc, ils font toujours un examen de confirmation à leur niveau. Donc, ils prennent toutes les précautions avant de dire que tel a le coronavirus. Mais aujourd'hui, je reçois des coups de fil. Monsieur le ministre, il y a une personne qui est à côté de moi, là, il a le coronavirus, moi je suis en danger. Je dis, mais ce monsieur, est-ce qu'il a le test dans les yeux? Est-ce qu'il a le test sur la main? Moi j'ai bien envie qu'on le dise, mais si on me dit c'est un cas suspect, on le suspecte d'avoir le coronavirus, ça peut s'entendre. Mais vous ne pouvez pas dire, on a eu un cas de coronavirus aussi dans notre travail, dans notre école, vraiment, on a un cas de coronavirus. Non, la seule personne qui peut nous dire tel a le coronavirus, c'est après les essais qui sont faites au niveau du Centre Pasteur. Et donc, il faudrait que nous, dans nos attitudes, que nous soyons beaucoup plus dans la démarche scientifique, que nous écoutons les scientifiques et que nous ayons moins cette panique où dès qu'on voit quelqu'un tousser, dès qu'on voit quelqu'un avec le nez qui coule, nous-mêmes nous déclarons qu'il a déjà le coronavirus. Non, on ne peut pas en arriver là.
c'est une démarche scientifique. Faisons confiance à nos institutions, faisons confiance au dispositif qui est mis en place en ce moment. Donc, il est vrai que dès qu'on a ça, il faut alerter aussi. Dès qu'on a des gens qu'on soupçonne d'être, il faut alerter le 1510 et les autres numéros qui ont été proposés. C'est l'investigation qui sera menée par l'équipe dédiée et auquel cas, si on en arrive là, c'est le prélèvement de l'échantillon et le test qui nous dira si oui ou non l'intéressé à le coronavirus. Mais nous ne pouvons pas déclarer que tel a le coronavirus, tel ne l'a pas. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur cette question-là. Le coronavirus est venu changer les habitudes. Désormais, dans les rues, à l'hôpital, on observe des personnes qui abordent des masques. Ma question est celle de savoir si porter un masque et se balader dans la rue peut protéger contre le coronavirus. Je suis Elise Ziemine Goumouf, Cameroun Tribune. Monsieur le ministre, depuis l'annonce de 5 nouveaux cas passant le Cameroun à 10, beaucoup envahissent les marchés, les supermarchés, pensant que l'heure est grave, donc il faut se ravitailler au maximum. Monsieur le ministre, nous sommes maintenant à 13 cas. Est-ce que les Camerounais doivent s'inquiéter? Je vous remercie pour ces questions-là. La question de masque est une question, de port de masque est une question importante. Elle est importante à plusieurs titres parce que depuis qu'on a annoncé le coronavirus, tout le monde s'est rué vers les masques. Mais je peux vous dire que dans la communauté des scientifiques, de ceux qui suivent les questions relativement au coronavirus, si vous arrivez parmi eux avec votre masque, ils vont vous fuir. Simplement parce qu'ils vont penser que vous êtes malade. Et donc, ils vont s'écarter et feront attention à vous. Or, vous pensez que c'est parce que vous voulez vous protéger que vous portez le masque. C'est dire que ce n'est pas tout le monde qui doit porter le masque. Le masque est porté à des occasions bien précises. Si vous êtes malade et que vous ne voulez pas contaminer les autres, alors vous portez le masque. Il y a une communauté qui a souvent l'habitude, de par le monde d'ailleurs asiatique, qui a l'habitude de porter les masques dans la rue, mais en réalité c'est par rapport à la pollution de l'air, mais ce n'est pas par rapport à la protection contre le coronavirus. Donc je pense que nous devons comprendre que le port de masque est réservé à ceux qui sont malades, au personnel soignant, parce qu'ils veulent se protéger contre l'autre, avec tout d'ailleurs l'équipement de protection individuelle. Mais si vous n'êtes pas malade, ça ne sert à rien, parce que je serais venu, si c'était la mode, je serais venu avec le masque pour vous parler aujourd'hui. Mais en réalité, le port de masque n'est pas réservé à ceux qui sont en bonne santé, à nous. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se ruer vers les masques, ça ne sert à rien. Ce que nous devons peut-être certainement avoir avec nous, ce n'est pas le masque, mais c'est ce gel, cette solution hydroalcoolique. Ça, nous pouvons l'avoir. De l'eau coulante pour nous laver les mains, nous devons l'avoir. La vigilance, nous devons l'avoir. Mais le masque, je dis encore une fois de plus, nous faisons une fixation sur le port de masque, mais en réalité, nous ne devons pas porter de masque comme ça pour le porter, pour le plaisir de le porter. On porte le masque pour protéger les autres parce que nous, on est malade, on est infecté et qu'on voudrait protéger l'autre contre cela. Est-ce que l'heure est grave? Est-ce que nous devons nous inquiéter? J'ai bien envie de dire oui, nous devons nous inquiéter. Oui, la situation est préoccupante. Oui, la situation peut s'avérer être grave. Et d'ailleurs, si ce n'était pas grave, le président de la République, son Excellence Paul Biya, n'aurait pas pris ce train de mesures. Mais maintenant, est-ce que nous devons paniquer? Non. Nous devons plutôt simplement reprendre conscience et être responsables, disciplinés. Voilà l'attitude que nous devons avoir. Mais il faut considérer que la situation est suffisamment grave pour que nous prenions nos responsabilités, chacun en ce qui le concerne, pour que nous prenions conscience de ce que, il faut que moi j'arrête cette affaire de coronavirus, cette épidémie, cette pandémie, il faut que je l'arrête à mon niveau. Et comment je l'arrête à mon niveau? J'observe scrupuleusement tout ce qu'on m'a indiqué comme mesure d'hygiène, comme mesure de précaution, comme mesure de distanciation. Donc, si chacun de nous observe toutes ces mesures-là, je suis sûr qu'on aura fini avec le coronavirus d'ici quelques temps. Mais si nous continuons à faire comme si de rien n'était,
et que, comme j'entends souvent, les autres disent non, mais c'est une fabrication du ministère de la Santé publique. Dans cette affaire, il n'y a rien. Non, il y a quelque chose. Reprenons conscience, prenons conscience, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, dans notre quotidien, ça ne peut plus être la même chose. Notre quotidien doit changer. Par rapport aux supermarchés et autres, aux vivres, tout ce que vous avez indiqué, je pense que le ministre du Commerce a rassuré les Camerounais. Ça ne sert à rien de se ruer vers les marchés, vers les supermarchés pour faire des stocks. Ça ne sert à rien. Il y a des mesures qui sont mises en place. Nous respecterons les mesures. Mais le Cameroun, comme vous le savez, est quand même un vivier en ce qui concerne tout ce qui est alimentaire et tout le reste. Et donc, nous ne préconisons pas aux familles de se ruer sur le marché et de faire des stocks. Ça ne sert à rien. Il n'y aura pas de pénurie. Le ministre du Commerce nous a rassurés. Nous pouvons continuer sur ce point-là, avec beaucoup plus de discipline et de responsabilité à vivre avec la situation. Il est bon que nous le sachions pour que nous n'essayons pas de créer d'autres choses. Soyons davantage plus focalisés sur notre responsabilité, notre démarche, notre manière à nous d'apporter notre contribution à arrêter cette pandémie à notre niveau. C'est ce que nous devons observer. C'est important que nous le sachions. Le président de la République a pris des mesures. Nous allons être impactés. Et ça va être décliné tout au long de ces 15 jours, parce que ces mesures sont prises pour 15 jours renouvelables. Donc, au bout de 15 jours, nous allons évaluer la situation et voir si on pourrait arrêter ou alors renouveler ces mesures. Donc, ces mesures sont prises, c'est bien de le savoir, 15 jours renouvelables. Maintenant, comme je l'ai dit, ça a un impact dans notre vie de tous les jours. Vous verrez qu'à chaque entrée, n'est-ce pas, des administrations ou des sphères, des structures qui accueillent le public, on devra vous prendre une température. On doit avoir quelqu'un qui a un thermoflash qui prendra la température. Vous verrez qu'on va disponibiliser certainement le gel hydroalcoolique pour que nous puissions nous désinfecter les mains. Nous allons demander, n'est-ce pas, que les déplacements en termes de visites dans les administrations, en termes de suivi des dossiers, il faudrait que nous essayions davantage de limiter ces visites-là et de préconiser davantage d'autres moyens de communication. Et donc, nous avons instruit nos collaborateurs pour que ça soit fait en ce qui concerne le ministère de la Santé. Les autres départements ministériels le feront également pour qu'il y ait moins, n'est-ce pas, de flux vers les administrations désormais. On souffrira un peu de ne pas organiser les deuils avec les obsèques et les vœux de corps avec autant de solennité que par le passé. Et ça sera pour notre bien et il faudra bien que nous en arrivons à ce point-là. Nous allons également, dans le cadre de nos administrations, limiter la mobilité entre les services parce que nous voyons des fois des flux importants de personnes qui portent les dossiers d'un bureau à l'autre et tout le reste. Donc nous allons limiter en ce qui concerne nos services. Et ça c'est technique, ça concerne des mesures internes. Mais il est bon que nous le sachions, nous limiterons cela. Et nous ferons respecter par nos collaborateurs dont la présence au-delà de 15 autres ans n'est pas indispensable, qu'ils puissent rentrer chez eux après, dans le cas des horaires réglementaires que nous avons, qu'on libère ceux dont la présence n'est pas indispensable pour que nous puissions nous consacrer à ce travail-là. Et je souhaite aussi dire, et ça je l'avais déjà en d'autres circonstances, dit au ministre de l'administration territoriale et à certaines autorités administratives, nous ne devons pas penser que parce que nous sommes dans une situation d'urgence, dans une situation de lutte contre une pandémie, dans une situation de restriction, de distanciation et tout le reste, nous devons oublier les services de soins essentiels. Non, nous devons continuer avec la vaccination. Quand nos enfants arrivent à l'hôpital, il faut qu'ils aient leur vaccination de routine. Peut-être qu'on n'organisera plus les campagnes de vaccination parce que ça va drainer beaucoup plus de monde.
mais nous devons continuer à maintenir, n'est-ce pas, les services de soins, les services de santé essentiels dans nos hôpitaux. C'est important parce que si nous nous consacrons à cette épidémie et nous arrêtons tout cela, mais dans 3, dans 4, dans 5 ans, nous aurons des conséquences fâcheuses. L'épidémie sera certainement passée, mais nos enfants qui n'ont pas reçu leur dose de vaccination, qui n'ont pas été immunisés contre tel, vont faire cela et ça nous coûtera davantage, plus cher et peut-être même en vie humaine. Donc je pense qu'il est bon que nous gardons, n'est-ce pas, les services de soins, les services de santé essentiels dans le cadre de nos hôpitaux. Voilà globalement ce que je voudrais dire. Et pour me résumer, véritablement la situation est préoccupante, inquiétante, mais elle est encore sous contrôle. Le gouvernement fait tout pour qu'il n'y ait pas une propagation de cette épidémie à grande échelle. Faites confiance aux institutions républicaines et que chacun apporte simplement dans la sérénité et le calme. Et la responsabilité apporte sa contribution en observant toutes les mesures que le gouvernement aura mises en place pour que nous puissions, suivant un horizon assez court, nous puissions dire que nous avons arrêté à ce point, nous avons jugulé cette épidémie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, de vous être prêté aux questions de la presse pour apporter toutes les lumières en direction et au bénéfice des populations qui, chaque jour, le démontrent à travers l'afflux d'appels qu'on a au niveau du 1510 et de tous les autres numéros que vous avez disponibilisés à cet effet. Monsieur le ministre, vous avez pris l'engagement d'apporter en temps opportun et en temps réel toutes les informations pour que nous ne puissions pas céder à la panique. Nous vous disons infiniment merci en espérant que très bientôt, nous serons encore à vos côtés, peut-être face à vous, avec l'ensemble de la grande famille de la presse, pour que vous puissiez indiquer la situation qui prévaut à chaque instant pour que nos populations ne cèdent pas à la panique. Pas de panique donc, a dit Monsieur le ministre. Restons sereins, mais soyons prudents en observant les mesures d'hygiène qui ont été indiquées. Merci infiniment, Monsieur le ministre.